J'avais jamais envisagé d'avoir un enfant. Pour moi, c'était vraiment la pire des choses d'avoir un enfant. Je suis d'une classe sociale aisée, j'ai déjà un enfant, j'ai 45 ans, quelque part j'ai tout pour accueillir un bébé, mais j'ai pas le mental. Tu l'avais montré, Suzanne, ça? Non. Non? Et toi, Lucie? Non. Vous voulez le voir? Oui. Une grande année. Tu sais ce que c'est l'année? Bah oui. C'est quoi? L'année de quand papa il est né. Il y a 40 ans, la naissance d'un enfant du sexe masculin. Pour sa survie, sa mère l'a abandonné. Au bon soin d'une Personne. étrangère. Bon anniversaire, je l'embrasse très fort. Maman. Je pense à ma mère chaque fois que je vois des autotamponneuses. J'entends sa voix qui me dit « Ça, j'en ai fait des autotampons quand j'étais enceinte. Tu peux me croire. Mais rien à faire, tu t'es accroché. » Je me suis accroché, comme dit ma mère. Nous sommes dans les années 50, dans le centre de la France. Il pleut sûrement ce jour-là au Buisson. Dans cette petite ville où tout le monde regarde tout le monde, ma mère n'a pas encore 20 ans. Mineure, sans famille, elle travaille comme serveuse à l'hôtel du Lion d'Or. Elle apprend sûrement le même jour qu'elle attend un enfant qui n'aura pas de père et qu'elle a la tuberculose. Elle parle de son problème au patron de l'hôtel où elle travaille, monsieur et madame Lavial. Ce sont eux qui vont tout prendre en charge et aider ma mère à m'abandonner, dès la naissance, au bras d'une nourrice. Allô? Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Vedel et j'aurais aimé savoir si monsieur et madame Lavial, vous les connaissez, s'ils sont toujours là. Alors là, je sais pas, hein, je les ai connus. Maintenant, faudrait que je me renseigne parce qu'il me semble bien que... Alors, est-ce que c'est monsieur ou madame qui est décédé? Monsieur, je crois qu'il est décédé. Oui. Et madame vivait au bord de la Creuse, là, à un moment donné, je me rappelle, elle avait une petite maison. Mais je vais me renseigner, je vais demander à... Parce que moi, j'ai ma grand-mère, j'ai encore tous les gens qui sont sur... Dès ma naissance, le 29 décembre 1955, une autre femme que ma mère va m'élever pendant 3 ans. Je n'entendrai plus parler d'elle ensuite. Aujourd'hui, je pars à la recherche de cette femme. J'enregistre, je filme pour retrouver le fil de ce premier attachement. Je veux aussi aller à la rencontre des femmes qui, comme ma mère, mettent au monde un enfant qu'elles ne pourront pas élever pour le confier à d'autres femmes, d'autres familles. Que se passe-t-il quand une femme ne peut pas dire « J'ai une grande nouvelle, je suis enceinte ». Comment vous vous rendez compte que vous êtes enceinte? À quel mois? 3 mois, je crois. À 3 mois. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On se dit quoi? Bah, c'est l'horreur. Enfin... Tant qu'elle ne bougeait pas, j'avais du mal à accepter que j'étais enceinte. J'avais du mal à accepter, ça se voyait pas du tout que j'étais enceinte. Dans toute cette histoire, j'ai pas vraiment pensé à moi, j'ai plus pensé à l'enfant. Pour moi, j'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal. Pour moi, je faisais ce qui était mieux pour elle. Mais c'est vrai que mes amis ne comprenaient pas. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'étais à plus de 4 mois de grossesse. Donc j'avais plus aucune possibilité d'avorter. Autant prendre les vrais mots, quoi.
C'était pas vraiment un déni, c'était plutôt un concours de circonstances. J'ai 44 ans. Je m'attendais pas du tout à être enceinte. J'étais entre 2 contraceptions, j'avais un kyste à l'ovaire, donc d'où certaines douleurs et l'absence de règles. Et donc avec tout ça, j'ai laissé le temps passer, jusqu'au moment où j'ai senti le bébé bouger. Je suis vraiment tombée de très haut, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, pas moi. Ça arrive à une adolescente, ça arrive à n'importe qui, mais je peux pas être enceinte. En sachant que ça n'allait pas du tout avec le père du bébé. Je n'envisage de toute façon absolument pas un instant de faire ma vie avec le père du bébé. Donc déjà, dans mon esprit, ce bébé n'avait pas de père. Donc j'étais seule avec ma grossesse, seule avec mon bébé, face à moi, quoi, tout simplement, face à mon passé, parce que j'ai eu des problèmes de dépression et des problèmes d'addiction à l'alcool, et que je garde, même si ça fait que 2 ans que c'est terminé, je garde une épée de Damoclès, mais énorme au-dessus de la tête, quoi. Donc, je me suis retrouvée à me dire, qu'est-ce que je fais, quoi. On s'est reconnus, elle et moi. Elle, les mères qui ne veulent pas l'être, et moi l'enfant qui s'accroche. Je leur ai raconté mon histoire, elle me raconte la leur. On est du même clan, des sans-famille. Ces femmes enceintes, sans l'avoir désiré, sont souvent seules et démunies. Aujourd'hui, elles peuvent trouver à Paris une structure d'accueil unique en France, l'association Moïse, créée par le Conseil général de Paris. Dans cette maison, pour l'orientation, l'information, le soutien et l'écoute des femmes en difficulté, 3 professionnels accompagnent sans les juger ces femmes qui ont choisi de confier leur enfant à l'adoption. Les femmes, quand elles viennent nous voir, elles se sentent absolument monstrueuses. Monstrueuses parce qu'elles n'ont pas découvert leur grossesse très précocement. Et d'autre part, parce que si l'idée que le bébé qu'elles portent, elles ne vont pas s'y attacher, qu'elles vont le confier à l'adoption, il y a quelque chose de monstrueux. Je crois qu'il y a une honte qui est commune aux femmes qui viennent. Et quand elles viennent ici, par rapport à l'anonymat, la confidentialité, il y a une protection qui s'établit autour de la femme. Elles savent qu'on a éventuellement des contacts avec l'extérieur, avec des professionnels, mais qui sont tenus au secret comme nous, et que c'est un filet de protection qui les entoure, et qu'elles vont, dans ce filet, pouvoir un peu librement dire n'importe quoi, toutes les pensées les plus extrêmes qu'elles peuvent avoir par rapport à cet enfant. Effectivement, qu'il n'a pas été désiré, qu'on a envie qu'il disparaisse, de lui faire du mal. Voilà. Donc il y a une liberté d'expression autour de ce bébé. On n'est pas toujours comprise dans les maternités, parce que justement, on soutient l'inconditionnel de ces femmes par rapport à leurs projets. Ce sont les 2 premières personnes à qui j'en ai parlé. Et je suis arrivée et il n'y a eu aucun jugement, il y a eu un accueil. J'ai pu tout dire tous mes doutes, toutes mes craintes, tout... Je sais pas, c'est pas facile de résumer ça. Enfin, de mettre des mots dessus. J'étais plus seule. Et la première phrase, c'est... Première phrase, elle sort très saccadée et elle a beaucoup de mal à sortir. Et c'est... je viens vous voir parce que je suis enceinte et que je veux faire adopter mon bébé. Et paf, et point. Souvent, elles sont complètement isolées au niveau familial. Il n'y a pas la présence de la mère, de la grand-mère. Nous, on fait un petit peu ce rôle-là, on les porte pour qu'elles puissent porter cet enfant. S'il n'y a personne qui les porte, enfin, on pense qu'elle ne peut pas porter cet enfant toute seule. Je pense que chaque rencontre, c'est de créer, improviser pour chacune une enveloppe dans laquelle elle puisse se sentir bien et pouvoir se détendre et pouvoir penser ce qu'elle est en train de vivre.
Au début, elle devait m'arracher les mots de la bouche. Je leur avais dit, comme ça, clairement, que je voulais faire adopter. Mais il a fallu faire tout un travail pour comprendre le pourquoi, puiser dans l'enfance. Et faire tout ce travail, ça a quand même été un peu difficile. Oui, c'est vrai, ça a réveillé... ça m'a permis de comprendre plein de choses, mais ça a quand même réveillé plein de souvenirs. J'avais pas eu l'habitude de parler. Et au début, c'était quand même des inconnus. Et leur parler de tout ça, c'était pas évident. Pour ma mère, non seulement ses patrons ont trouvé et payé la nourrice, mais ils ont même convaincu le curé de me baptiser. Je pars à Aubusson pour chercher les Lavial. Grâce à eux, j'ai peut-être une chance de retrouver cette femme qui m'a tenu lieu de mère pendant les 3 premières années de ma vie. Bonjour. Oui, l'hôtel du Lion d'Or ? Ah oui. Je vous ai eu hier soir, c'était pour Madame Lavial. Oui, écoutez, ils sont décédés. Hein. Tous les deux ? Oui. Madame Lavial est décédée il y a quelques années, elle était malade. Et ils ont un fils, non ? Cette personne m'a dit qu'il n'avait pas d'enfant, alors je ne sais pas. Ah d'accord. Bon. Qu'il ne connaissait pas d'enfant. Je ne reverrai donc pas monsieur et Madame Lavial. Je me retrouve au Lion d'Or, 50 ans plus tard. Un client parmi d'autres dans cet hôtel où les souvenirs m'assaillent. Il venait parfois me chercher chez la nourrice et m'amenait passer la journée à l'hôtel, où ma mère pourtant ne travaillait plus depuis longtemps. Ils étaient tous gentils, charitables. Mais je savais bien que je n'étais pas comme eux. Ils avaient une famille, moi pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire quelque chose d'interdit. Je filme partout, je dors dans une belle chambre, et je me fais servir dans la grande salle chic du restaurant. Il y a un truc qui tourne pas rond. Heureusement, je retrouve Paris, où je sais que m'attendent des personnes qui ont connu comme moi le vide et la main tendue. Je pense encore à elle, ma mère délaissée par celui qui n'a pas voulu être mon père. Je pense à sa propre mère, ma grand-mère abandonnée, à mon arrière-grand-mère, enceinte suite à un viol et reniée par sa famille. Y aurait-il une transmission de l'abandon ? Je pense à la honte qui les a toutes marquées au fer rouge. Aujourd'hui, qu'en est-il des femmes qui décident d'abandonner leur enfant ? Est-ce que le regard de la société sur elles a vraiment changé ? J'ai jamais vraiment eu de famille. Ce n'est ni mon père, ni ma mère qui m'ont vraiment élevée. Donc ça fait que j'avais pas une très bonne image d'une vie de famille, de parents. C'est vrai que pour moi, j'avais jamais envisagé d'avoir un enfant. Pour moi, c'était vraiment la pire des choses d'avoir un enfant. Parce que je me dis que pour avoir un enfant, il faut être responsable. Il faut pouvoir l'aimer. Et pour moi, je me disais, ça va pas être possible. L'enfant n'a pas de place dans l'imaginaire maternel. Il est prisonnier quelque part, retenu hors de la pensée. Et je crois que tout notre boulot à nous, c'est de faire que cet enfant puisse exister et qu'elle puisse l'imaginer et y rêver. Donc effectivement, développer autour de ce qui leur arrive de difficile, de dégager cet enfant et lui permettre d'exister et de
de vivre avec et de pouvoir le penser, pouvoir envisager l'avenir avec ou sans lui, mais de rêver autour de cet enfant. Et je crois que le rêver, c'est permettre aussi d'envisager une séparation qui n'est pas un abandon. Parce que se séparer de l'enfant, c'est le confier à d'autres parents, mais pas le laisser choir au monde. Ce qui se passait dans le temps avant, c'est que les femmes qui décidaient de confier à l'adoption, on leur disposait un voile au niveau de l'abdomen pour qu'au moment de la sortie de l'enfant, elles ne perçoivent pas l'enfant et qu'il soit emmené directement pour des soins. Mais elles ne le voyaient pas. Il y avait un écran. Il y avait même quelquefois des anesthésies très brèves au moment de la naissance de l'enfant, oui, au moment de l'expulsion, pour éviter tout contact, éviter qu'elle change d'avis. Il y a eu quand même des pratiques comme ça à certains moments, c'est vrai. Je mets en lien le drap avec la pratique qu'il y a eu pendant des années de mettre un voile pudique sur l'histoire de l'enfant adopté. On ne lui disait pas qu'il avait été adopté. On lui travestissait l'histoire et on ne disait pas aux enfants adoptés qu'ils étaient adoptés. Je crois que de la même manière, on mettait un voile pudique sur la mère comme si elle n'existait pas, pour pas qu'il y ait une amorce de lien. Il y a un voile, quelque chose qui sépare. Je savais déjà que je ne voudrais pas la voir tout de suite. Je suis allée la voir le lendemain. Elle me paraît étrange. Elle me paraît bizarre. Je me suis même demandé si c'était moi qui... Bon, les autres enfants, ils étaient avec les parents. Ils étaient avec leur mère dans la chambre. Et elle était dans la salle. Elle était... Bon, c'est vrai, elle était toute seule. Bon, elle était toute seule dans la petite salle. Et ça m'a quand même un peu émue. Ça m'a touchée parce que ça faisait déjà... enfant abandonné, là tout de suite. Je l'ai vue, je l'ai prise. Je lui ai même donné un biberon, mais il n'y avait rien. Je l'ai prise comme j'aurais pris l'enfant de quelqu'un que je connais, mais j'avais pas l'impression qu'on avait quelque chose, un lien. J'ai poussé ma grossesse jusqu'au dernier jour. Il est né 5 jours après le terme. Donc j'ai vraiment été au bout et l'accouchement a été un calvaire. Parce que l'anesthésie n'a pas marché. Et j'ai eu une épisiotomie. Donc avec tout ça, je l'ai vraiment accompagné jusqu'au bout et j'étais heureuse qu'il soit vivant, quoi. Au départ, je souhaitais pas le voir parce que je voulais pas mettre un visage, garder un visage. Puis après, j'étais fière. Fière de voir, oui. Oui. J'avais été au bout. J'avais mis un beau bébé au monde. Pour moi, l'accouchement, ça a été la séparation de 2 personnes, de 2 vies, qui allaient peut-être se croiser un jour, mais qui allaient continuer indépendamment l'une de l'autre. Je l'ai laissé parce que je l'aimais. Parce qu'il avait le droit de... Enfin, cet enfant, il a le droit de vivre, quoi. Il a le droit d'avoir une vie. Il a le droit d'être heureux, quoi. Un enfant, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une vie qui commence, c'est plein d'avenir, c'est plein d'espoir. Donc, à partir du moment où on l'aime, on veut qu'il ait une vraie vie. Déjà, c'est lui donner une identité. C'est lui donner une réalité propre, quoi qu'il ait
c'est se l'imaginer vivant, c'est se l'imaginer adolescent, c'est se l'imaginer adulte, oui. C'est lui donner une personnalité, c'est lui donner une identité, c'est lui donner un droit. Le soir, je rentre chez moi hanté par les paroles de ces femmes. Je mesure à quel point le regard des autres crée la faute et la honte. J'ai hérité de cette honte. Je me revois gamin lorsqu'il fallait remplir ces horribles fiches scolaires. Nom du père, rien. Profession, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie voir une pape? Oui. Quand elle m'a parlé? Ouais. Un bébé qui naît sous X, c'est un bébé extrêmement particulier qui met les équipes de maternité très mal à l'aise. Elles sont embarrassées. Elles savent qu'il ne faut pas juger. Alors, on n'est pas là pour juger les femmes qui se séparent de leur enfant, certes. Qu'il faut respecter leur choix, qu'il faut les accompagner, et essayer d'en comprendre un petit peu sur les quelques éléments dont on dispose. Mais c'est pas confortable. Hein? Elles se sentent jamais très à l'aise dans leur basket. Que la mère, aussi bien par rapport aux mères que par rapport aux bébés. Ce sont des situations exceptionnelles et qui déstabilisent. Donne ta petite main. Voilà. Comme ça, tu vois, tu sors tes doigts quand tu veux. Voilà. Mais écoute, ça me paraît mieux comme ça. Hein? Ouais. Parce que tu étais vraiment très, très tordue. C'est un bébé qui est en apesanteur en dehors des liens de filiation. Ces liens sont rompus puisqu'on ne va pas transmettre ni son nom, ni son origine et assez peu de son histoire. Les humains sont organisés dans une société qui supporte assez mal cet état de choses. Si bien que lorsqu'un bébé comme ça arrive, on est tous sollicités dans une potentialité parentale adoptante, je dirais. On peut tous être le parent possible de cet enfant qui n'en a pas et qui n'a pas de filiation. On peut l'adopter. À partir de là, c'est difficile de rester strictement professionnel quand un enfant est là et vous sollicite à la place de la mère qui ne veut pas y être ou du père qui ne veut pas y être. Nous autres, enfants sans famille, connaissons bien cette tendance des grands à toujours vouloir nous adopter. Tous nos numéros pour être choisis, élus, enfin désirés sont tous très perfectionnés. Il y a ceux qui font rire, ceux qui font pitié, ceux qui font envie. Moi, mon truc, c'est de faire des histoires. Je les entends encore me dire « Arrête de faire des histoires pour un oui, pour un non. C'est bien assez compliqué comme ça. » Aujourd'hui, faire des histoires, c'est mon métier. Je les invente ou je les reconstitue. Quand elles sont en vrac, je recolle les morceaux. Ce matin, il ne pleut pas à Aubusson. De ma chambre au Lion d'Or, j'ai retrouvé la trace de la petite fille de ma nourrice. C'est une dame à la retraite qui se rappelle de moi bébé. Oh, comment vas-tu, mon Jean-Pierre? Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Il y a 50 ans. Oh là là, dis donc. Mais je me souviens bien de toi. Et tu sais comment je suis arrivé là? Ta maman travaillait au Lion d'Or, l'hôtel-restaurant Le Lion d'Or. Je trouve plus leur nom de ces gens-là. Lavial. Voilà, les Lavial. C'était des gens qui avaient pris ta mère en affection.
Et quand tu es né, ils t'ont amené chez ma grand-mère parce que ma grand-mère, bon, c'était une brave femme qui avait une bonne moralité et c'est elle qui t'a élevé. Mais qui c'était cette mémé Julienne en fait? Eh ben, c'était ma grand-mère. Et elle faisait ça Eh ben, ma grand-mère, elle avait un café avec tabac et puis elle a pris sa retraite. Et après, pour continuer à vivre et puis être à la sécurité sociale, elle a élevé des enfants. Je peux te dire qu'elle s'est bien occupée de toi. Téléphone à Tata Maggie, tu peux être sûr que tu seras bien reçu. Ah ben, j'ai téléphoné à Maggie. Oui. Elle dit qu'elle avait des photos, qu'elle chercherait. Ah, tu vois. Voilà. Bon, je t'embrasse et à bientôt. À défaut des mots papa et maman, mon mot magique à moi, c'était Mémé Julienne. Ce nom sonne encore aujourd'hui comme un baume, un apaisement. La sensation d'être au bon endroit. J'attends les photos promises par Maggie, la fille de Mémé Julienne. Je ne sais pas ce que ça me fera de revoir son visage, ses mains, la maison où j'ai appris à marcher, des souvenirs que ma mémoire a enfouis depuis des années. En attendant, je cherche à savoir qui sont aujourd'hui les femmes qui accueillent à la naissance les enfants destinés à l'adoption. Un enfant vient de naître sous X. Officiellement, on dit né sous le secret. Je viens filmer son premier contact avec celles qui vont le recueillir. Selon la loi, sa mère a 2 mois pour confirmer l'abandon ou le reprendre avec elle. Une période pendant laquelle il va être pris en charge dans une pouponnière, en attendant. Comment peut-on demander à un enfant à peine venu au monde d'attendre? Et d'attendre quoi? Personne n'en sait rien encore. Rencontrer la pédiatre? Oui, Hein? oui, Je oui, vais les t'as pu prévenir. me dire. Il y a eu un lien de toute façon entre les médecins, mais j'aime bien Oui, quand même oui, oui. avoir quelques informations un peu plus précises, un Voilà. peu plus directes. On vous présente cette jolie petite fille. Bon, tu dors? Ah, ça. Des fois, c'est plus facile d'entendre quand on a les yeux fermés. Hein. Mais bon. Voilà, moi je m'appelle Thérèse Guilhem, je suis la responsable de la pouponnière, et Sarah, qui est auxiliaire et qui est une de celles qui va s'occuper de toi bientôt. On va les voir le plus tôt possible. C'est-à-dire que du coup, moi, je me déplace avec une auxiliaire de puériculture qui va être amenée à s'occuper de lui tout au long de son séjour à la pouponnière, pour faire sa connaissance, pour nous présenter à lui expliquer pourquoi on est là. Donc, parler. Là, il y a déjà une histoire de lien et de trait d'union. C'est-à-dire que moi, dans cette première rencontre, bon, je me présente, voilà, je dis mon nom, etc., et pourquoi je suis là, mais j'explique surtout que c'est parce que sa mère de naissance, aujourd'hui, a décidé de le confier à d'autres personnes, que de toute façon il y aura un projet pour lui et qu'en attendant qu'un projet puisse se construire à long terme, on est là pour ça. Donc en fait moi, par ces quelques mots, alors je fais un lien, je justifie ou j'explique, je donne du sens à ma présence, hein, c'est toujours la question du sens, et j'essaye de faire un lien, un premier lien avec sa mère de naissance, voilà, qui reste, c'est elle qui a l'initiative de ce projet. Elle a l'air de se réveiller tout doucement. Comme ça, je vais me présenter, vu que c'est moi qui vais venir te chercher demain. Puis tu vas rencontrer aussi des copains. Tu vas rencontrer aussi les auxiliaires qui vont s'occuper de toi aussi. On va faire connaissance petit à petit. Et je t'ai apporté aussi un petit doudou. Un petit sourire. Je vais mettre le petit doudou ici. Tu vois, c'est un doudou de la pouponnière. Et tu bouges doucement. Il a fait des grimaces. Je me penche sur ce nouveau-né. J'entends les voix qui lui parlent doucement. Je le vois qui se détend, bercé par ces mots qui portent et qui structurent. Est-ce que ma nourrice me parlait avec ces mots qui vous tiennent au-dessus du vide? Ces 2 mois, c'est une attente. Vous avez l'impression d'avoir laissé votre bébé dans les limbes, qu'il n'est pas encore, que l'histoire n'est pas terminée, que sa vie n'a pas encore commencé, quoi. Pas entièrement commencé. J'ai pensé à lui. J'ai même, oui. Non pas culpabilisé parce que je suis pas revenue, enfin, je revenais pas sur ma décision, mais
Mais c'est vrai que ça me faisait mal. Tu sais, je pense que ta maman, elle a dû t'expliquer ce qui allait se passer. Elle t'a expliqué en tout cas pourquoi c'était nous qui venions aujourd'hui, qu'elle n'était plus là. Ouais, je sais que tu as passé un petit peu de temps avec ta maman toute la première journée. Après que tu sois née. Voilà, donc je pense qu'elle a dû t'expliquer ce qu'elle pouvait de sa décision. Alors pour l'instant, c'est une décision qui doit être difficile et qui est en tout cas importante. Donc pour l'instant, tu vas venir à la pouponnière. Oh, tu fais des grimaces. Bon oui, hein, c'est des choses qui sont pas faciles, ça. Et on est là justement pour ça, pour que tu ne sois pas toute seule avec ça. Ce qui est difficile, je crois, et qui peut être très éprouvant à vivre pour tout être humain, c'est ces périodes de vide, ces sensations de lâchage complet, ou ce qui peut se traduire à d'autres moments par des non-dits, par exemple. Ça aussi, c'est la question du non-dit, ou de l'effet du non-dit, tout ça. Bon, c'est autour de ça, c'est-à-dire que cet enfant se sente à minima porté et pris par une chaîne d'êtres humains, voilà, une longue chaîne humaine, jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer des parents adoptifs ou retrouver sa mère de naissance. Tu me connais pas. Tu me regardes. Ce qui contribue à la construction de l'histoire, effectivement, il y a le langage, mais le langage, il y a les mots. Et il y a aussi des tas de choses concrètes que sont les objets, ce sur quoi ça s'accroche ou s'éprouve des sensations, hein, parce que c'est ça que... Donc, il y a effectivement en tout début de vie ce que la mère de naissance peut laisser, bon, d'objets très concrets, qui sont des habits, par exemple, qui sont une peluche, qui sont... Alors après, ils sont plus ou moins chargés de sens. Ça peut être qu'une peluche comme ça dont on ne sait rien. Ça peut être un pyjama qui a été porté par quelqu'un de la famille. Enfin bon, c'est... Voilà, c'est unique, mais ça permet à un enfant de se vivre comme un être singulier, différencié, différent de l'autre, et ayant déjà une histoire. Je tiens entre les mains le début de mon histoire. Ces quelques photos que la fille de Mémé Julienne m'a envoyées. Je les regarde et je mesure à quel point j'avais besoin de retrouver ces images, ces voix, ces souvenirs confus qui me reviennent de très loin. Allô, Maggie. Oui, bonjour. Oui, j'y pensais justement. Je n'ai pas beaucoup de photos, hein, parce que dans ce temps-là, on prenait pas beaucoup de photos. Hein. Ici, Jean-Pierre et Jacotte, 18 mois. Jacotte qui est tenue par maman, et puis vous, tu, je sais pas, qui marche déjà. Voilà. Et puis j'ai ma sœur avec tous les deux, à 7 mois. C'est très bien Là, déjà. il y a une autre. Et des photos de la Mémé Julienne, vous en avez? Je regarderai encore dans les photos, mais on ne faisait pas d'autres photos. Voilà. Merci Allez. beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. La voici donc cette femme qui m'a élevé pendant les 3 premières années de ma vie, qui a fait en sorte que je me sente entouré. Auprès d'elle, j'ai appris à parler, surmonter mes premières peurs et fait mes premiers pas. Mémé Julienne. Je reconnais ses mains. C'est comme de retrouver un bout de mon propre corps. J'ai l'impression de reprendre consistance. Ce n'est pas seulement l'histoire de ma naissance qu'on a passée sous silence. Ce sont 3 années de ma vie qu'on a rayées. Car après ces 3 années, ma mère qui s'était mariée a choisi de me reprendre. Elle ne m'a jamais parlé de ces 3 années sans elle. Elle ne m'a jamais parlé de ma nourrice. Je devais faire semblant d'être un enfant comme les autres, ne pas montrer ce gouffre où je chutais en permanence, lutter seul contre les cauchemars. Une fêlure que je partage avec tous ceux qui sont nés ou ont grandi sous le secret. Je ne recherchais pas de lien affectif puisque j'en étais nourrie. Mes parents m'ont toujours aimée. J'étais dans un environnement familial, je dirais, accueillant et aimant. Mais il n'empêche qu'on me cachait quelque chose. Voilà, je sentais que je n'étais pas tout à fait comme les autres.
Moi, ce que je pensais, c'est mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont abandonnée? Alors je me regardais, je me disais, bon, refaisons le compte, là j'ai 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras, 2 jambes, je suis comme tout le monde. Je me rendais bien compte que j'avais une intelligence normale. Donc je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai en moins? Qu'est-ce que j'ai en moins? Bon, et puis j'avais pas de réponse à ça, je comprenais pas. Et pendant toute mon enfance, je comprenais pas. Je me disais, mais alors, c'est pas de moi que ça vient, donc pourquoi? C'est un vide qui est dépressif, qui est là tout le temps, quoi. C'est et qui aspire, quoi. Dire, il n'y a pas de fond, quoi. Voilà, il n'y a pas de fond, donc on est aspiré. Alors que bon, voilà, lorsque l'on est, on sait, bon, on est dans telle famille, voilà ce qui s'est passé. Puis après, on est content, pas content. C'est comme ça. Après, bon, mais c'est le réel. Tandis que là, c'est cette espèce de vide qui aspire. Et donc, les moments où ça va moins bien, on est tiré vers le bas et c'est très, très difficile après pour remonter. Donc, on le fait, bien sûr, parce qu'on a aussi une énergie. Et ça, c'est caractéristique des enfants, je dirais, qui ne connaissent pas leur histoire, d'avoir une grande énergie et d'être très tenace, en fait, dans la vie. Au début, j'allais nulle part. Je venais de nulle part, donc j'allais forcément nulle part. Et quelque part, j'attendais la fin. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport au temps qui est totalement inversé. Moi, je me dis quelque part, j'attends la fin de ma vie pour voir où tout ça m'aura conduit, puisque je connais pas le début. Puis peut-être qu'à la fin, j'aurai une réponse sur le début, parce que je suis toujours en train de chercher cette réponse, d'essayer de récupérer ce petit bout d'histoire qui me fait défaut. C'est un tout petit bout d'histoire qui peut faire basculer toute une vie. Je continue de suivre Agnès, la petite fille prise en charge par la pouponnière, pour voir comment de grandes personnes vont pouvoir l'aider à passer le cap de ces 2 mois sans mère et faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans le vide, qu'elle ne perde pas le fil de son histoire à elle. Elle est bien, hein. Ouais. Là, elle est vachement sereine, je la trouve vachement bien. Elle a bu son dernier biberon. Elle a bu le dernier bip, il était midi. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Bon, on va la laisser. On est 5 auxiliaires sur l'unité. C'est vraiment les 5 qui sont amenés à effectuer ces changes, donner des biberons, des explications. On évite que tout le monde vienne sur l'unité, se présente, parce que je pense qu'après, ils vont être carrément perdus. Hein. Oui. Il y a différentes façons de porter un enfant. Il y a certaines auxiliaires qui ne vont pas porter l'enfant contre elles, parce que pour elles, ça fait partie de la maman. Du coup, elles vont mettre une certaine distance. De toute façon, ils doivent le ressentir, hein, quand c'est vraiment la maman, quand c'est l'auxiliaire. Ils doivent le sentir dans les bras, dans la façon dont c'est porté. T'avais faim ? Ça fait 20 ans que je constate que dans ce dispositif, il me semble que les enfants grandissent de façon assez sereine, plutôt pas mal, avec tout à fait la capacité d'avoir des investissements relationnels électifs, voilà, pas dans cette espèce d'hospitalisme qu'on craint dès qu'on imagine des bébés en collectivité. Donc, bon, moi, entre guillemets, ça marche. Bon. Qu'est-ce qui marche, à mon avis, effectivement, c'est que tout le monde est fédéré autour d'un projet, d'un regard commun, d'une histoire. Alors, l'histoire, bon, c'est vrai que l'histoire de cet enfant, elle commence au moment de sa conception, donc avec sa mère de naissance. Mais dans l'histoire, il y a aussi l'histoire relationnelle, c'est-à-dire les 2 mois, 2 voire 3 mois que l'enfant va passer à la pouponnière. Comme prévu, c'est moi qui m'occupe de toi. Eh oui. Attends, cocotte. Les 2 mois sont vraiment très difficiles à supporter pour les bébés. Donc les professionnels font tout ce qu'ils peuvent pour rendre la chose plus facile. Le temps pour un bébé, c'est une attente interminable de toute façon. Quand un bébé a faim, c'est une urgence. Et un nouveau-né qui a faim, il ne sait pas qu'il peut survivre. C'est une angoisse de mort. Un nouveau-né qui a besoin de parents, qui a besoin d'une mère et qui n'est pas là, elle n'a pas la possibilité de se dire « elle va arriver dans 2 mois ».
C'est une éternité sans mère. Hein? Et je crois qu'une éternité sans mère, c'est un manque profond, c'est quelque chose qui laisse des traces pour toute la vie. Encore maintenant, très souvent, bon, je vais être dans la rue, dans un magasin, puis tout d'un coup, je vais voir un homme ou une femme. Imaginez, c'est plus facile pour ma mère parce que j'ai quelques éléments. Mon père, je ne sais même pas quel âge il a. Bon, alors déjà, je ne sais pas s'ils sont en vie l'un et l'autre. Ça se trouve, ils sont morts depuis 30 ou 40 ans. Mais sachant que ma mère a 18-19 ans de plus que moi, tout d'un coup, je vais regarder une femme en me dire, mais celle-là, elle a peut-être 18-19 ans de plus que moi, mais puis elle est blonde, elle a des yeux bleus, elle me ressemble ou je dois lui ressembler. Mais si ça se trouve, c'est ma mère. Quand j'imagine que c'est ma mère, je suis dans tous mes états, je scrute. Bon, ça m'est encore jamais arrivé d'aborder une femme en me disant « Excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas eu un enfant sous X ?» Je sais pas, je me dis que peut-être c'est quelque chose que je n'exclus pas de faire. Si un jour je suis tout d'un coup persuadée que j'ai ma mère en face de moi, je le ferai peut-être. Tous les enfants nés sous le secret ne vont pas en pouponnière. Dans certains départements, comme ici, au centre départemental de l'enfance de Villepinte, ils sont reçus par des assistantes familiales qui les accueillent chez elles, au sein de leur famille, pendant le temps de réflexion de la mère. Elles s'appellent Rachida, Faïza, Marie-Juliette, Malika, Aïcha, Fatma, Samia. Elles sont fières de me parler, les yeux dans les yeux, de leur rôle de tata auprès de ces drôles de gamins qui débarquent chez elles à peine nés. Elles savent que ce sont elles qui vont lui faire passer le guet, comme Aimée Julienne l'a fait avec moi. Je parle beaucoup avec ces bébés-là. Je réfléchis, je me dis, est-ce que j'ai parlé autant avec mes propres enfants ? Et non. On dit pas tout. En fait, je me suis rendu compte qu'avec les petits bébés nés sous le secret, on leur devait une vérité. On leur doit une vérité. C'est-à-dire que moi, je l'ai ressenti comme ça. Je lui ai dit, il ne faut pas qu'il me prenne pour une maman. Je ne serai pas sa maman. Il va rester que quelques temps. Donc je lui ai dit, je suis une tata, tu es chez moi en attendant qu'on te trouve une maman et un papa. Je ne sais pas ce qu'ils comprennent, je ne sais pas ce qu'ils entendent, je ne sais pas ce qu'ils gardent, mais en tout cas, ils sont attentifs. Et puis des fois même, ça peut les apaiser, ça peut les... C'est un peu fatigant aussi parce qu'il faut réveiller tous les 2 heures ou 3 heures. C'est comme les nôtres. Alors, oui. Au début, c'est comme si c'est à nous, le bébé, on se réveille, on donne le biberon tous les 3 heures, mais le temps qu'il boit, qu'on change, qu'il rote, un petit câlin, 1 heure. Après, il dort 2 heures, après, on recommence. Il y a toujours une crainte quand on accueille ces enfants-là. Bon, il y a déjà la mort du nourrisson, la mort subite du nourrisson, on y pense souvent. Et il y a aussi, en plus de la mort du nourrisson, il y a aussi la déchirure qu'ils ont d'être séparés de leur maman. Et ça, on ne sait pas comment ils vont réagir. Il y a des enfants qui ne dorment pas du tout, qui pleurent énormément. Il y en a pour qui ça se passe beaucoup mieux. Qui ne s'alimentent pas. Oui, il y en a pour qui ça se passe beaucoup mieux, mais je pense que c'est la relation qu'ils ont eue dans le ventre de leur maman qui fait que, je pense, Sandrine nous le dira certainement mieux que moi, mais je pense que ça c'est plus facile pour des enfants qui ont été portés sereinement. Tu vas rester dormir dans les bras de ton père. Il n'y a pas de souci. Allez. Oh, il n'y a pas de souci. Fais dodo. Qu'est-ce qu'un bébé comprend? On n'en sait rien, mais on en sait des petits bouts.
quand même. Et on sait en particulier que tout ce que je raconte là, c'est déjà stocké dans son inconscient, sous perception principalement sensorielle, dans ce qu'il a ressenti de cette mère qu'il voulait sans le vouloir, qui lui donne naissance sans pour autant prévoir de l'élever, etc. Et dans cette histoire qui a précédé à sa conception, hein, et qui a donné cette situation, il est pris là-dedans, c'est du langage. C'est des mots, c'est une histoire. Il est pris là-dedans. Donc il perçoit des choses de la part des gens, dans le ventre de sa mère. Il stocke, il mémorise. Et après, les paroles vont venir organiser toutes ces perceptions qu'il a mémorisées. Hein, et cette organisation va lui permettre petit à petit de se penser, et pas seulement de subir. Il pleut toujours quand je retourne à Aubusson. Je n'en ai pas fini. Au-delà des photos, des voix au téléphone, il me manque quelque chose. Un visage face au mien, une poignée de main, une embrassade, pour que l'histoire prenne enfin chair. Oui, allô? Monsieur Jacques Loulergue? Oui? Bonjour. Voilà, j'ai été élevé dans les années 50 par une dame qui s'appelait Loulergue. Oui, ma grand-mère, ouais. Son prénom, c'était Mémé Julienne, moi je me rappelle. Ah ouais, ouais. Et c'était votre grand-mère alors? Bah, je peux te tutoyer, moi je me souviens de toi, hein. C'est vrai? Ah ouais, je m'en souviens, ouais. Bien. Et t'avais quel âge toi? Bah, moi j'avais 6 ou 7 ans. 7 ans. Et moi j'avais de 0 à 3 ans. Moi, je me rappelle de toi quand tu étais gamin, hein. Enfin, quand tu étais bébé. Hein. Quand tu es parti à l'âge de 3 ans, moi j'avais déjà 9 ans, donc on se rappelle bien. Là, vous étiez posé, en fait, vous étiez posé chez la grand-mère. Et puis, ma grand-mère s'est beaucoup occupée de vous, de toi et puis de Jacotte. Énormément. Ce qui fait que t'es là aujourd'hui, quoi. C'est comme ça. J'ai aucune image de Mémé Julienne. Je me la représentais pas parce qu'on m'en avait pas parlé, parce que je savais pas si elle s'était bien occupée. C'était ta grand-mère, en fait. Elle vous a élevé comme si c'était ses enfants, sans aucune différence. La rencontre a été brève. Mais Jacques m'a dit ce que je voulais entendre. Mémé Julienne a bien été ma première mère, avant de disparaître soudain de ma vie. Ma mère, qui était venue me chercher, m'a amené à Montluçon, où elle avait trouvé un nouveau travail, au bistrot, le tout va bien. Une nouvelle vie commence. Il me faut adopter ma mère, cette étrangère ressurgie d'un seul coup. De son côté, ma mère essaie tant bien que mal de jouer son rôle. Peut-être a-t-elle fait le même chemin que cette jeune mère qui, après le délai légal de réflexion, décide de reprendre son enfant. Je me dis que je peux peut-être m'en occuper. Je suis peut-être pas si nulle que ça. Oui, je peux peut-être m'en occuper. C'est peut-être pas la mer à boire. Oui, je vais essayer. Je vais au moins essayer. J'appelle le service d'aide à l'enfance et je leur dis je vais récupérer la petite. Il y a quand même une petite connotation un peu triste quand on se sépare d'eux. Moi, je lui dis au bébé quand il part, soit la veille du grand départ, je lui dis, demain tu t'en vas, je suis contente pour toi, je suis d'accord pour que tu t'en ailles. Parce que je trouve que c'est important pour l'enfant d'entendre ça. Je lui dis, Tata, elle est contente que tu partes. On leur dit qu'on n'est pas les mamans. On leur dit qu'on n'est pas les mamans. Il faut donner beaucoup sans que cet enfant soit trop attaché à nous non plus, parce qu'on sait qu'il doit partir, il doit aller vers ses parents. Et le plus facile, c'est quand les parents nous plaisent.
Parce que quand les parents adoptifs ne nous plaisent pas, là c'est autre chose. On se sent abandonné, comme vous le disiez. Pourquoi vous avez déjà eu des cas où Mais quand ça vous se passe plaisait bien pas et que les parents sont à l'image qu'on s'est fait, parce que le bébé qu'on accueille, on lui souhaite toujours de jeunes parents, dynamiques, enfin les parents rêvés. Oui, mais on reste sensible. Sinon, si on est plus sensible, on n'est pas des robots. Enfin, à partir du moment où l'enfant est parti, je ne peux plus rentrer dans la maison. Je laisse comme ça, je ne peux pas entrer dans la chambre. Il me faut un temps d'acceptation, je veux dire. Moi, c'est Tellement soit je pars en vacances, j'en ai un qui est parti, je suis partie tout de suite après en vacances, ça c'était bien. Et puis j'ai fait 2 accueils où il y en a un qui est parti la veille ou le matin, et puis j'en ai accueilli un autre l'après-midi. Voilà. C'est dur physiquement, mais bon, l'esprit, Moi, je fais vraiment le grand ménage dans la maison, je range tout. Et par contre, tout ce qui est toutes ces affaires, je les donne aux parents. Par contre, je garde rien. Mais par contre, dès qu'il part, le grand ménage. T'es bien là, hein? Ouais. Allez, jolie demoiselle, on va sortir. Je l'ai prise dans les bras pendant quelques minutes. Bon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, mais on aurait dit qu'elle me reconnaissait. En fait, c'était flagrant qu'elle me reconnaissait parce que je l'ai prise dans les bras et puis un moment, j'ai eu un coup de fil, donc je l'ai confiée et tout de suite, elle me cherchait du regard, elle se retournait. Ça m'a fait bizarre, oui. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était toujours l'enfant qui me cherchait. Elle essayait toujours d'attirer mon attention par le regard, par les choses. Bon, pour moi, je faisais en quelque sorte mon devoir. C'est-à-dire que, par exemple, je vais lui donner le bain et si j'ai besoin de quelqu'un, je vais appeler quelqu'un s'il y a quelque chose que j'arrive pas à faire. J'ai jamais hésité à demander de l'aide, en fait. Oui, parce que il vaut mieux être accompagné. Demander de l'aide, apprendre. Ça sert pas trop, ça? Je vais voir si ça sert de trop. On va l'ouvrir. Allez, tchouk. Ils ont besoin d'être soutenus dans ce moment-là, hein, très très fort, soit par nous, soit par l'équipe de la Pouponnière, l'équipe de l'Espace Paris Adoption, parce que, comme tu dis tout à l'heure, on sent que elles ont ces capacités-là qui se reprennent, mais elles en doutent un peu aussi. Comment elles vont pouvoir vivre avec cette absence de 2 mois? Parfois, bon, c'est moins, mais cette absence de relation dans laquelle elles ont laissé leur enfant, et est-ce qu'il lui pardonnera? Est-ce qu'elles parviendront à oublier? Je crois qu'elles ont beaucoup de culpabilité. Quand elle a commencé à parler et qu'elle m'a appelée maman, alors ça, j'aimais pas. Je rectifiais toujours pour qu'elle m'appelle par mon prénom. Et puis après, je me suis dit, bon, quand même, ça va pas, il faut... C'est beaucoup plus tard que j'ai accepté qu'elle m'appelle maman. Bon, il faut dire que même après 1 an ou 2, c'était pas automatique. Mais c'est vraiment elle qui a fait le gros travail. Tandis que cette mère et son enfant s'apprivoisent mutuellement, d'autres s'apprêtent à vivre une nouvelle séparation. Ah, peut-être ça. Ouais. Ah voilà. Merci. Allez ma belle, au revoir. Bonne chance, une belle vie avec tes parents. Hein ma chérie? Oh, de voir plus, chérie. Oh, mon bébé. Voilà. Il fait beau, mais il y a un petit vent. Hein. Oui, ouais. Voilà, mon bébé. Un petit cœur. Oh, petit cœur. Allez, rentre bien chez toi. Hein? Profite bien de tes parents. Allez, c'est une belle vie qui commence pour toi.
Tata, elle est contente. Elle est trop contente. Voilà. Merci Malika. Merci Malika. C'est un plaisir. Merci C'est vraiment un plaisir beaucoup. de t'avoir à la maison. Merci à tout le monde. Oh oui. Voilà ma chérie. À très bientôt, peut-être. Hein? Oui, à bientôt. Bien sûr, à bientôt. On incarne un peu le... On fait partie on fait partie de l'aide sociale à l'enfance. Donc ce moment-là, il y a certains parents qui veulent plus en entendre parler. Ils ont accueilli, c'est comme s'ils avaient fait un accouchement, ils ont eu leur enfant. Ce qu'il y avait avant, alors je ne sais pas si après ils leur en parlent ou pas, mais il y en a pour qui on n'a pas du tout de nouvelles. Ils ne préfèrent pas. C'est le choix des parents adoptifs en fait. Voilà, S'ils en donnent, c'est leur choix. choix. S'ils Voilà. n'en donnent pas, c'est leur choix. Que nous en tant qu'assistant familial, notre travail s'arrête au départ. Voilà. Si on a des nouvelles, bah, ça nous fait plaisir. Bah, si on n'en a pas, bah, c'est pas grave. Mais c'est pas à nous d'aller en chercher. D'un côté, il y a des enfants blessés par l'abandon. De l'autre côté, il y a des couples blessés par la stérilité qui n'ont pas réussi à faire l'enfant de leur chair qu'ils désiraient fabriquer. Pour certains, c'est assez clair. Pour d'autres, beaucoup moins. En tout cas, là où c'est un peu dur, c'est quand ces couples, nostalgiques de l'enfant qu'ils n'ont pas réussi à fabriquer, vont adopter un enfant auquel ils vont demander de vivre dans les pantoufles de celui qu'ils n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réussir à respecter que lui, il a une histoire depuis sa conception. Et que cette histoire, eh bien, il la connaît. Même si elle passe par les filets de l'amnésie infantile, c'est-à-dire qu'il va l'oublier en quelque sorte consciemment, elle est inscrite en lui. D'autant plus inscrite qu'on aura fait le nécessaire pour qu'elle s'inscrive bien dans les institutions ou dans les familles où ils seront passés. Mais c'est difficile de lui raconter qu'il est quelqu'un d'autre. De ne pas respecter qu'il a une histoire et que cette histoire fait partie de lui et qu'il la connaît bien. J'ai une lettre en tête qu'il faut que j'écrive, mais il faut que je me mette dans la tête que c'est un adolescent qui lira cette lettre et pas un bébé de 8 mois. Donc les mots sont pas les mêmes. Et puis j'avoue que je suis pas prête à lui écrire. Mais c'est très clair que je lui ferai une lettre et que, en lui expliquant les raisons pour lesquelles je l'ai laissé, quoi. La naissance d'un enfant du sexe masculin. Pour sa survie, sa mère l'a abandonné au bon soin d'une personne étrangère. Combien sont-elles ces femmes qui abandonnent un enfant et n'osent pas le dire? Ma mère a attendu 40 ans pour m'écrire cette lettre et lever le secret. 40 ans à ne pas savoir comment le dire, ni même s'il fallait le dire. Et puis un jour, les mots viennent. Et quels que soient ces mots, ils disent tous une même chose. Mon enfant, notre histoire est à part, mais nous ne sommes pas des monstres. Voilà, maintenant que c'est dit, cette histoire peut prendre forme. Je m'appelle Fatima, j'ai 21 ans. J'ai donné naissance le 6 août 2000 à un garçon à qui j'ai donné le prénom de Saïd. Je ne sais pas où il est, va-t-il bien, va-t-il mal, pleure-t-il? Être enceinte sans être mariée était une honte. Jamais la faute des hommes, sans soutien de personne, surtout pas la famille. Comment oublier cette grossesse? Pour moi, cet acte n'a jamais été un abandon. Je suis restée 2 mois dans une maison maternelle où j'ai accouché d'une petite fille que je n'ai pu voir. J'ai été mère trop tôt et on ne me le pardonnait pas. Si ça n'avait été que moi, je l'aurais gardé cet enfant. Je voudrais seulement pouvoir mettre un visage sur le prénom de mon enfant, savoir si elle est vivante, en bonne santé, ce qu'elle fait. Si tu souhaites me connaître ton père,